Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est assez particulier puisqu'en fait il est tiré de l'expérience, des échanges que je peux avoir avec les responsables, les dirigeants, les managers que je peux croiser et que j'accompagne également. Et donc dans ce contexte, il n'est pas rare que les éléments personnels de famille en fait s'invitent dans nos échanges et nos discussions. Pourquoi ? Parce que notamment quand on a des enfants à plusieurs âges différents, finalement, ils prennent une certaine place. Et quand je dis une certaine place, c'est à la fois dans votre agenda, mais c'est aussi et surtout une certaine charge mentale et émotionnelle qui est vécue et qui peut, des fois, véritablement mettre en péril votre capacité à prendre des décisions et à agir sereinement, efficacement dans vos activités. Donc, c'est pas un petit sujet, quoi. Et j'avais voulu, dans cet épisode, tenir compte de la gestion d'entreprise et de la parentalité. Par rapport à ce tiraillement qui est assez constant, en tout cas qui revient, la vraie question c'est comment est-ce que je réussis professionnellement tout en étant présent pour ma famille. C'est ça qui revient. Et quand on évoque des sujets, vous savez, de personnalité, de gestion de conflits en entreprise, eh bien, il n'est pas rare qu'on ait des exemples très concrets, mais avec les enfants. Et donc une croyance circule souvent qui est de dire qu'en fait, pour réussir dans son entreprise, eh bien, quelque part, il faut sacrifier sa vie personnelle. Ma question, c'est est-ce que c'est vraiment une fatalité ? Et donc, dans cet épisode, ce que je vous invite à apprendre, en fait, finalement, c'est pourquoi cette tension existe et surtout comment équilibrer entrepreneuriat, responsabilité et parentalité, ce qui veut dire que dans cet épisode, je compte vous partager les bénéfices en fait finaux. C'est quoi ? C'est vous partager 5 stratégies concrètes pour concilier les deux et pour vous en sortir en fait au quotidien quelque part. On démarre donc tout de suite par le premier point dans lequel je vais vous partager. J'ai regroupé en fait les 5 stratégies en 3 thématiques. Et donc, ces 3 thématiques vont pouvoir rassembler 3 points. Le premier point, il s'agit vraiment de repenser en fait vos priorités et vos rituels familiaux. En fait, quand tout est important, finalement, rien ne l'est vraiment. C'est-à-dire que, je veux dire par là que si vous mettez au même niveau vos priorités familiales et vos priorités d'entreprise, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne fonctionnera pas. Un entrepreneur doit décider, ou un responsable, doit savoir décider ce qui est négociable de ce qui peut attendre. C'est comme ça que vous gérez la priorité de vos stratégies et des actions opérationnelles au quotidien. Les priorités, et il y a souvent en gestion du temps quelque chose que j'apporte. Il faut voir ça comme les gros cailloux dans un bocal. Vous vous souvenez un petit peu de cet enseignant qui, dans une université, a laissé sur sa table finalement un grand vase, de l'eau, du sable, des petits cailloux et des gros cailloux. Et en fait, il a challengé ses étudiants pour dire « Ok, faites-moi rentrer le tout dans ce même bocal ». Et ça paraissait vraiment challengeant. Alors il y a ceux qui démarrent par l'eau. Finalement, quand ils rajoutent des cailloux, ça déborde, le sable ne tient plus. Enfin bref, ça ne marche pas. Et il y a une vraie stratégie pour illustrer finalement la gestion des priorités, c'est qu'il faut d'abord commencer par les gros cailloux. Les gros cailloux, et c'est souvent le travail que j'opère finalement dans les entreprises, c'est de repartir des valeurs qui sont importantes pour vous, de les hiérarchiser, de les classer, et il y a un gros biais en fait de l'inconscient qui vous empêche d'avoir accès à ça quand vous n'êtes pas accompagné, et moi la première, j'ai envie de vous dire. Donc moi-même, quand je fais cet exercice-là, pour moi, je le fais faire avec et par quelqu'un d'autre, parce que moi-même, j'ai mes propres biais en tant qu'être humain. Et du coup,
vraiment considérer qu'est-ce que sont mes gros cailloux, eh bien, c'est d'identifier les valeurs les plus importantes qui sont les vôtres pour vous, et donc les non négociables. Les non négociables, c'est d'abord ce que vous devez mettre dans votre bocal, c'est-à-dire dans votre quotidien. Euh, Ensuite, on place les petits cailloux, ensuite le sable, et l'eau vient imbiber le tout. Donc ça, c'est pour finir l'analogie par rapport à ce professeur en faculté. Euh, Par exemple, si je reviens à l'entreprise par rapport aux priorités, eh bien, dans l'année, vous savez peut-être, bah voilà, alors quelles sont les dates de la rentrée des classes, quels sont les spectacles de l'école, les dîners importants en famille, etc. Eh bien, comme des rendez-vous, il s'agit de les placer. Quels sont les rituels que vous voulez mettre en place? Alors, il est pas rare dans mes accompagnements, en plus, que ces choses-là reviennent. Je vous donnerai l'exemple d'un dirigeant qui a su replanifier de manière hebdomadaire, c'est-à-dire chaque samedi midi, il prend un temps avec sa fille de 10 ans pour aller à la piscine. Et ça, il ne l'avait pas fait depuis des années. Il a repris au cours de l'accompagnement. Alors, il a réintégré son club de vélo, il a repris la trésorerie du club, et du coup, tous les dimanches, il va également faire son sport. Ce qui lui permet aussi, par rapport au travail qu'on a effectué, et je vous fais la version courte, hein, mais de repartir non pas à 20h30 de son entreprise, mais plutôt à 17h30, 18h. Et ça convient à tout le monde. À lui d'abord, à ses enfants et à madame en deuxième temps. Donc en fait, tout ça rééquilibré fait que la clarté mentale revient, la satisfaction, l'envie, le plaisir. Et bien, avec tout ça, j'ai envie de vous dire, que demande le peuple en plus, quoi. Enfin, voilà. Ce qui veut dire que ça, c'est vraiment le point numéro un. Clarifier quelles sont vos priorités. Euh, En fonction de ça, planifiez à l'avance dans votre agenda les choses qui permettront de combiner les deux. La deuxième stratégie, c'est de créer des rituels familiaux. Et vous voyez le lien entre les deux. Créer des rituels familiaux, ben, ça ne se fait pas tout seul, mais ça veut dire qu'il faut ici pouvoir catégoriser ce dont votre famille a besoin, ce dont vous avez besoin, pour mieux l'anticiper. Donc, comment on peut expliquer ça? Eh bien, alors, principalement si vous avez des jeunes enfants, et même des ados, hein, les rituels, c'est un petit peu le cadre de référence de la famille, vous savez, c'est ce qui sécurise les enfants et ce qui renforce la relation, finalement. Donc, tout ce qui sécurise et qui renforce, eh bien, c'est ce dont on a besoin. L'image que je pourrais vous donner, vous savez, c'est... là, on arrive dans dans la belle période de l'année, ensoleillée, mais quelque part, c'est le job que font les arbres dans la préparation de l'hiver et du printemps. Les racines des arbres se renforcent à ce moment-là. Eh bien, c'est ça que vous allez faire à travers les rituels. Donc, je vous invite vraiment à re-questionner quels seraient les rituels du soir, du matin, les petites activités de famille qui seraient importantes pour chacun, à quelle fréquence, etc. De questionner tout ça. Parce qu'à un moment donné, là on parle beaucoup de famille, mais on va parler de travail, hein. On est dans une société où on ne peut plus se permettre d'avoir un seul salaire qui rentre. Mais s'ajoute à ça quand même la gestion de la famille, des enfants, des devoirs, de l'évolution, de l'éducation de vos enfants, etc. Et c'est des choses qui ne font que s'ajouter par rapport à nos aïeux du XXe siècle. On dirait que j'ai 800 ans quand je parle comme ça. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que dans les années allez, 70-80, ça devenait déjà compliqué de travailler avec un seul salaire, mais plus on avance, pire c'est, en fait. Et donc, on est dans ce truc de dire, ok, on veut l'épanouissement au travail, on veut l'émancipation de la femme, mais à un moment donné, il faut savoir conjuguer le tout. Et ça, c'est bien d'aller vers ça, ok, mais ça impose quelque chose qu'on ne conscientisait pas il y a 50 ans, qui est l'équilibre pro-perso et ce dont j'ai vraiment besoin. Donc les rituels, les racines familiales ont besoin d'être repensés et d'être en fait pensés tout court, là où on pouvait se permettre de ne pas le faire à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une réalité, hein. Et donc, les exemples, c'est le dîner ou la piscine du vendredi, c'est les sorties mensuelles, c'est la lecture du soir.
Encore une fois, hein, quand vous interrogez les personnes d'un certain âge, eh bien, elles vous diront que si elles pouvaient revenir en arrière, les moments clés avec les enfants, c'est des choses qui ne reviennent plus. Et quand elles sont perdues, elles sont perdues. Donc ce temps-là, il est extrêmement précieux. La vraie question, c'est de quoi avez-vous besoin? Quels sont les besoins de vos enfants actuellement? Et puis, comment combiner le tout? C'est les stratégies suivantes. Tout ça me permet d'arriver au second point de ce podcast dans lequel je vais vous parler finalement de 2 stratégies, et je pense qu'il y en aura une bonus en fait, hein, maintenant que je dis ça, donc ça fera 6 stratégies. Le deuxième point, une fois qu'on a clarifié ce dont on avait, ce qu'on avait envie de mettre en place, qu'on a clarifié l'agenda, qu'on a planifié à l'avance les événements importants, eh bien déjà, ça permet de sécuriser les moments, vous savez, on a tous à un moment donné ce souvenir-là de dire ah, j'étais content ou contente quand papa et maman sont venus à ce moment-là, c'était important pour moi. Ou alors, au contraire, on se souvient aussi des moments où on se dit j'avais tellement envie et besoin que papa et maman soient là à ce moment-là, ils n'étaient pas là et je suis tellement déçue. Et 20 ans après, je m'en souviens encore, quoi. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est déjà plutôt bien, d'accord. Le deuxième point permet d'aller plus loin. L'objectif des 2 stratégies suivantes, et c'est pas des moindres, hein, parce que ça va vraiment être de l'ordre du quotidien. On va prendre l'entonnoir et on va glisser tout doucement vers le goulot. Mais du coup, il s'agit de dire, ok, premièrement, troisième stratégie, mettre en place des frontières claires entre le travail et la famille, c'est-à-dire et la sphère personnelle. L'un des pièges quand on est sur des postes à responsabilité et qui plus est dans l'entrepreneuriat, en fait c'est l'absence de limite. Le fait d'avoir son téléphone, son ordinateur en permanence, d'être joignable, en tout cas d'autoriser le fait de rester joignable. Typiquement, je vous donne mon cas personnel. Je sais que je suis d'une nature comme ça, à ne pas poser des limites quand on... Vous savez, c'est le truc de... Quand on est passionné, en fait, on ne compte pas nos heures. Bah oui, très bien. Sauf qu'à un moment donné, Natacha, tu vas te brûler les ailes, là. Donc, dès le départ, j'ai fait le choix d'investir dans un téléphone professionnel qui reste dans le bureau, en fait, le soir et le week-end. Je ne suis pas joignable, vraiment. C'est-à-dire que je n'ai concrètement pas mon téléphone sur moi. Et mon téléphone personnel reste avec moi en revanche. Hein. Je dis pas j'ai les réseaux sociaux, etc. sur mon téléphone personnel, mais j'ai pas tous les appels, j'ai pas tous les emails, etc., etc. Donc l'un des pièges, c'est de travailler le soir, le week-end, c'est d'avoir le téléphone sur soi, d'être joignable même le week-end, et donc créer des frontières, finalement, ça permet de protéger l'équilibre. Donc quelles sont vos stratégies à vous, hein? Elles peuvent être matérielles telles que je vous l'ai indiqué, mais elles peuvent être d'un autre ordre, par exemple, qui est de dire, ok, je demande à telle ou telle personne de ne pas me parler travail, quand par exemple, vous avez monsieur ou madame qui ont des métiers proches et qui, quand quand vous rentrez chez vous, vous avez envie de parler d'autre chose. Hein. C'est le fameux syndrome de pendant la pause boulot ou pendant les after-work, on parle boulot. Bah ouais, en fait, ça fait partie du jeu. Mais je dirais que les frontières, c'est un petit peu comme la clôture de votre jardin, d'accord? Elles permettent aux plantes de pousser, d'avoir leur délimitation sans être piétinées par d'autres, en fait, de l'extérieur, d'accord? Si tout le monde commence à rentrer dans votre jardin, voilà, vous n'aurez plus l'environnement qui vous convient. Mais c'est un petit peu pareil. Donc des exemples que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est par exemple de couper votre téléphone après 19 heures, de l'éteindre, d'accord, ou de le mettre en silencieux. Mais quand je dis silencieux, c'est pas du vibreur, hein, c'est du silence. D'avoir des rituels de week-end sans mail. Pas plus tard que ce matin, une cliente m'indiquait que le week-end dernier, elle a enfermé son téléphone et son ordinateur dans un sac, dans une armoire, pour ne pas le voir le week-end, d'accord? Loin des yeux, loin du cœur, quelque part. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent permettre d'équilibrer les deux. Et puis, il y a un besoin... j'avais besoin, envie de communiquer quelque chose, vous communiquer quelque chose, et j'ai nommé les 2 mots là, c'est communiquer sur les besoins, plutôt que sur les tâches.
Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Communiquer sur les besoins, c'est pas seulement placer dans l'agenda où est-ce que tu aimerais que je sois, à quel spectacle et compagnie. C'est pas simplement demander à madame, tiens, viens, on planifie les vacances maintenant, comme ça on sait qu'on partira, etc. Ça va au-delà de ça. C'est de l'ordre, vous savez, en communication non violente, on parle des besoins universels fondamentaux. C'est un peu ça. C'est de dire, vous, au quotidien, quels sont vos besoins fondamentaux. Et là, on parle autant des besoins de survie du type, je sais pas, moi, dans mon quotidien, je suis une plante, j'ai besoin de lumière, donc en fait, j'aime bien, j'ai besoin de mouvement. Donc par exemple, les appels, j'aime bien les passer en marchant, dehors, etc. J'ai besoin de soleil, donc je ne peux pas faire sans mes 45 minutes de balade du chien au soleil, par exemple. Voilà, ça passe par ça. Ça passe par les besoins d'interdépendance, de considération, de confiance, d'authenticité, de transparence, de partage, etc. Ça passe aussi par les besoins de ressourcement, c'est-à-dire d'avoir des moments de fun dans votre journée, que par les besoins de sens, d'épanouissement personnel, de contribution, mais aussi de partager des célébrations comme des deuils, comme des choses qui vous peinent, d'être ensemble. Donc il y a tout un tas de besoins comme ça qui sont non négociables. Et ce ne sont pas des désirs ou des envies. Parce que les besoins, quand je ne les ai pas, je ne suis pas épanouie. Je ne suis pas bien le soir. Et en fait, notre société, parce qu'on ne nous a pas appris, a plutôt tendance à oublier le fait que vous avez vos propres besoins, mais que vos enfants ont leurs propres besoins. Et qu'aujourd'hui, on est dans des générations où les enfants militent pour leurs besoins. Ouais, même, vous savez, sur des rituels de se brosser les dents le soir, partir à l'heure à l'école le matin, partir, vous savez, habillé, coiffé, tout ça est prêt. Le sac a été préparé. Et je vous invite vraiment à, si c'est vous qui faites ça tout le temps, à rebalancer les choses. C'est ça, hein, c'est vraiment à rééquilibrer les choses dans la balance, parce que ce n'est pas forcément à vous de le faire. Même des enfants de 4-5 ans ont totalement la possibilité de se responsabiliser sur la préparation de leur sac, le fait de préparer leurs vêtements le soir, euh, de, de, de eux-mêmes prendre en charge leur brossage de dents. Vous pouvez contrôler derrière, je veux dire, mais en tout cas, de responsabiliser les enfants et de ne pas avoir à le faire vous-même. De dormir dans son lit, n'est-ce pas? Alors de dormir dans son lit, c'est-à-dire d'être, comment dire ça? D'être dans son lit le soir, à ne pas se lever et pas trouver 10 000 excuses pour sortir, etc. Vous allez me dire, ça sent le vécu, bien évidemment. Euh, mais aussi, pour certains, et en fait, je prends autant mon exemple personnel que les personnes que j'accompagne, je m'en fous, j'ai des centaines d'exemples, mais que plus tard qu'hier, une personne me disait, ma fille m'a réveillée 5 fois dans la nuit, pour des bêtises, selon elle, disait-elle. Mais sa fille avait peur de ceci, envie de cela, voulait prévenir sa mère qu'elle allait aller aux toilettes, etc. Vous voyez? Bon, et il y a autant ça que le fait de respecter les règles et le cadre et les consignes de la maison. Mais rappelez-vous bien d'une chose, c'est que tout ce que je viens de dire parle de l'adulte, en fait. Tout ça ne parle que de l'adulte et ne parle pas des besoins de l'enfant. Les besoins des enfants sont autres que les vôtres, sont tout autres. Si, à un moment donné, il y a conflit, s'il y a tension, s'il y a des choses qui ne se font pas et qui ne sont pas fluides, considérez bien que ça ne parle que de vous et non pas des besoins de votre enfant. Il s'agit donc ici, et c'est la stratégie que je vous propose de mettre en place, de vraiment faire correspondre vos besoins, déjà de les nommer et de les exprimer à vos enfants, mais aussi de les faire nommer ce dont eux, ils ont besoin, pour ensuite poser la question, vraiment, hein, stratégiquement parlant, pour poser la question de, ok, maintenant, comment on fait pour conjuguer mes besoins d'adulte et tes besoins d'enfant? Donc ça, pour éviter cette surcharge mentale, émotionnelle, alors,
J'ai envie de dire pour celles et ceux qui m'écoutent là et qui se disent non mais c'est pas possible, de toute façon moi je peux pas en fait faire ça. Si je fais ça, je perds le contrôle de la maison. C'est terminé, c'est Bagdad, c'est la jungle en fait. Hein. Faites comme vous voulez, mais l'expression que vous voulez, mais ça n'ira pas. Ok. Eh bien, sachez une chose, c'est que si vous avez ce type de réflexion là maintenant, tout de suite, c'est bien que, justement, il y a quelque chose à travailler et que ça parle bien d'une personne, de vous. Ce qui m'amène maintenant au point numéro 3. Et dans la plupart des accompagnements qu'on peut avoir, notamment en collectif, parce qu'en individuel c'est flagrant, mais en collectif, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les réflexions qu'on peut avoir et mener dans les ateliers qu'on anime, Alexandre et moi, donc c'est autour de la processcom, autour de l'intelligence émotionnelle, autour du management. Mais on va pas se mentir, manager son logement, son foyer, manager ses enfants, c'est du management, on va pas se mentir, voilà. Donc, quand on parle de management, on parle de délégation, vous savez. Et donc, même à la maison, voilà, la stratégie numéro 5, c'est d'apprendre à déléguer. D'apprendre à déléguer, finalement, moi, c'est ça que je contrôle, c'est ça que je contrôle. Oh là là, lapsus, oh là là, Natacha. Et oui, parce que beaucoup d'entrepreneurs veulent tout contrôler. Donc en fait, c'est justement ça le point, c'est que la volonté de tout contrôler, de maîtriser, vous savez, le fait que, par exemple, on est très exigeant regardant sur ce qui se passe dans l'entreprise, mais bien évidemment que dès qu'on passe le palier de la porte, quand je vois des jouets partout par terre, quand je vois des traces de pas de terre, je vais devoir tout relaver, etc. Ou quand je vois le lave-vaisselle qui est pas du tout rangé alors que tout est en vrac juste au-dessus. Bref, il y a de quoi dégoupiller, comme on dit, hein. Il y a de quoi, du coup, se mettre dans tous ces états. Mais la croissance, en entreprise comme à la maison, eh bien, ça passe par la délégation. D'accord ? C'est comme un chef d'entreprise qui ne délègue pas. J'aime bien la métaphore du chef d'orchestre, en fait, qui veut savoir jouer tous les instruments. Or là, non. En fait, il est là pour mettre de l'harmonie, de par les consignes, de par sa posture. Il est là pour sécuriser. Il est là pour créer l'élan, en fait. Eh bien, à la maison, c'est pareil. Et n'oubliez pas ça, que finalement, le parallèle est totalement jouable. On peut déléguer quoi ? Eh bien, entre madame, monsieur, en fait, les partenaires de la maison, dans tous les cas, eh bien, c'est de déléguer quoi ? L'administratif, de déléguer la comptabilité, de voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Vous avez aussi des personnes, hein, n'oubliez pas, qui sont capables dans le pro, mais aussi dans le perso, de vous aider à la comptabilité des comptes, en fait, hein, même personnels. Et surtout, ce que je vous invite à déléguer, c'est les tâches dites opérationnelles de la maison. C'est-à-dire que, voilà, si vous... Enfin, il y a un effet de Pareto, hein, c'est-à-dire déterminer là où vous passez le plus de temps. Déterminer ensuite quelles sont les causes qui mènent à faire en sorte que vous y passiez autant de temps et voir comment réussir à faire efficacement. Je vous donne un exemple concret. Si vous allez faire les courses, par exemple, je sais pas moi, 3 fois par semaine. Non, il y a possibilité de les faire 1 fois par semaine. Par contre, ça demande peut-être effectivement un peu de préparation. Ah, vous allez me dire, Natacha, ouais, mais quand je les fais 3 fois par semaine, j'y passe 3 fois un quart d'heure, et du coup, ça m'évite d'y passer, le temps de préparation serait équivalent. C'est faux Léon, c'est faux, c'est pas possible. Ici, là-dessus, je vous assure d'une chose, c'est que si vous pensez, et la préparation, c'est quelques secondes, qu'est-ce qu'on a envie de manger ? Posez la question en fonction de ce que vous avez envie de manger. Vous passez une bonne fois pour toutes 20-25 minutes à organiser votre drive, à organiser votre liste de courses, et ensuite, considérez le temps de déplacement, considérez le temps dans les rayons, considérez que la stratégie marketing de la grande distribution est assez bien ficelée et que quand vous allez en présentiel, ben ouais, vous êtes happé par des rayons supplémentaires, hein, etc., etc. Et que quand vous y allez 3 fois, plutôt qu'1 fois, ben non, en fait, vous y gagnez largement du temps à y aller 1 fois. Ça, c'est pour l'exemple des courses. Je peux vous donner l'exemple aussi du ménage. Eh bien, si effectivement vous voyez des traces de pas partout, eh bien, il s'agit de dire comment est-ce que je peux créer un sas, un rituel un peu rigolo, pour faire en sorte que les enfants puissent correspondre à ça. Ou alors, vous avez aussi quelque chose qui est très puissant, c'est finalement de demander à vos enfants eux-mêmes, ok, la tâche, le cadre, c'est celui-là.
Si la chose n'est pas respectée, si ce que je demande n'est pas respecté, quelle punition tu choisis? Et en co-responsabilité de faire en sorte que l'enfant s'engage sur la punition qu'il aura s'il ne parvient pas à respecter cette règle-là. C'est pas parce qu'à un moment donné on pose la question et qu'on inclut les enfants qu'on doit en oublier le cadre qui est le vôtre. C'est pareil en entreprise. Donc ça c'est vraiment des astuces qui sont très puissantes et efficaces. Et puis il y a la dernière stratégie qui n'est pas des moindres non plus, c'est d'accepter l'imperfection. Accepter l'imperfection, alors je vais le dire tout de suite, si vous considérez que l'équilibre pro-perso est quelque chose de l'ordre de la balance du 50-50, ça n'est pas possible, ça n'existe pas et c'est illusoire. Il y a toujours, dans la semaine, dans le mois, dans le trimestre ou l'année, peu importe, des périodes qui sont plus denses les unes que les autres. Donc, le déséquilibre, moi j'ai tendance à dire que le fameux équilibre pro-perso dont on parle, c'est pas comme ça qu'il faut le nommer. On est dans un équilibre dynamique. On a vraiment cette notion d'équilibre dynamique qui est importante parce qu'elle autorise le fait que la vie n'est pas linéaire et que c'est normal d'avoir des périodes un peu plus denses, un peu moins denses de l'autre côté, des périodes plus compliquées à certains endroits qu'à d'autres. Et donc, il y a des périodes qui seront très professionnelles et il y a des périodes qui seront très familiales, quoi. Et c'est OK. C'est un petit peu mon ostéo qui me parlait de ça la fois dernière et qui me disait moi, ma vie, je fais du surf en fait. Et elle dit depuis que je fais du surf, je comprends mieux la métaphore par rapport à la vie. Quand vous prenez la vague, la question, c'est pas de maîtriser la vague, c'est vous la prenez, vous vous mettez debout sur votre planche et après vous faites avec la vague. Donc, c'est à vous d'ajuster votre équilibre, la façon dont vous mettez vos pieds. Donc, on cherche cet équilibre, c'est normal, mais avec ces vagues qui bougent en permanence. Donc voilà, c'est une petite anecdote personnelle. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines semaines, oui, vous pourriez avoir des projets importants, des déplacements, et de pas du tout être là à la maison. L'essentiel, c'est quoi? Si je vous donne l'image du balancier, si les choses balancent très très fort à gauche, le tout, c'est de savoir compenser et de rebalancer ensuite par la droite. Vous savez, et ça c'est tout le corps médical qui saura vous le dire, plus vous tirez sur la corde, vous savez l'image de tirer sur la corde, plus vous tirez sur la corde d'un côté, un jour, plus il faut que le repos soit de même intensité un autre jour. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas tenir sans ça. Vous ne pouvez pas tenir dans le temps. Donc, cet équilibre-là et ces stratégies autour des tensions, autour de la parentalité, autour de la gestion d'entreprise, eh bien, ça s'apparente à toutes les métaphores que je vous ai données. J'espère qu'elles vous sont, qu'elles sont marquantes, frappantes pour vous et qu'elles vous seront utiles. Ce qui m'amène donc à la conclusion et ce qu'il y a à retenir de cet épisode. Alors vous l'aurez compris, l'entrepreneuriat, les responsabilités et la parentalité ne sont pas incompatibles. Par contre, ça demande un vrai travail. Le deuxième point, c'est que l'équilibre repose sur des choix conscients, sur une vraie objectivité autour de qui vous êtes, vos comportements, vos ressentis et ceux des personnes qui sont en face de vous. Et surtout accepter que l'imperfection et l'équilibre soient dynamiques, c'est-à-dire que les choses ne seront jamais linéaires et fluides, et c'est OK. Il y a une citation que j'aime bien de Deepak Chopra, qui a écrit les accords Toltec, pardon. Il nous a dit qu'il s'agit ici d'apprendre à équilibrer l'activité et la paix, et vous réussirez mieux dans les deux cas. Équilibrer l'activité et la paix, et vous serez mieux dans les deux cas. Donc il ne s'agit pas d'être inactif. Il ne s'agit pas de se transformer en moine tibétain. Il s'agit vraiment d'équilibrer les deux. Et c'est OK. Donc si vous deviez cette semaine, si je vous pose une question, très chers auditeurs, si vous deviez changer une chose cette semaine, pour mieux équilibrer votre vie d'entrepreneur et celle de parent, laquelle serait-elle
partagez-la moi en commentaire s'il vous plaît. Ça me fait grand plaisir d'avoir vos réactions et du coup de savoir à quel point cet épisode a pu vous marquer. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire, ça aide grandement à le connaître, à se développer, à mettre des étoiles autour de ce podcast pour le mettre en avant. Et si vous voulez en savoir plus sur comment équilibrer les choses dans votre vie à vous, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente et une très belle journée ou soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde.